ceux qui, en qualité de représentants de la société, ont le droit de mesurer l'esprit, n'en jugèrent pas ainsi, et Antonin Artaud fut interné peu avant la guerre. Il était alors dépourvu de tout moyen d'existence. Je tiens à dire dès maintenant qu'à un psychiatre qui a eu l'occasion d'apporter ses soins à Antonin Artaud, j'ai posé cette question. S'il avait eu des moyens d'existence, Antonin Artaud aurait-il été interné? Et ce psychiatre m'a répondu « très probablement pas ». Ce fut donc à Villévrard que Génica Athanasiou, qui avait été pendant 10 ans la compagne d'Artaud, dut se rendre pour le voir. Ah, j'ai eu une peine. C'est terrible. Il avait un croteau de pain sous son bras avec une veste bleue au milieu de cette salle. Il me parlait et il avait beaucoup de mal à ramasser ses idées et je sentais comme une douleur. Ça venait du dos, comme de la colonne vertébrale. Et j'ai compris que c'était une chose réelle. Enfin, c'est très difficile à dire. Je devais aller le revoir. Il voulait absolument que j'aille le revoir. Mais c'était très difficile. J'ai pensé avec un ami pouvoir l'enlever de cette salle commune épouvantable où il me disait qu'il ne dormait pas, qu'il avait beaucoup de mal. Mais il fallait de l'argent. Je pensais m'adresser à des amis, mais on m'avait prévenu, ou tout au moins cet ami a été prévenu, que s'il était changé de pièce, enfin qu'il aurait une pièce à lui où il puisse lire, écrire, s'occuper, il faudra continuer de payer. Enfin, j'ai été obligée d'y renoncer toute seule, je ne pouvais pas y arriver. Et moi, de mon côté, assez timide et n'osant pas entreprendre les choses, car je ne suis en somme pas très active de mon tempérament. Plus tard, je me suis informée, j'ai entendu qu'il était à Rodez. Tout de même, j'étais un peu plus tranquille et j'avais au fond de moi-même un certain chagrin de ne pouvoir rien faire. Voilà. Dans quelle mesure le recul conserve-t-il ou change-t-il l'image d'Antonin Artaud? Dans ce sens que c'était un être de grande valeur, que je n'ai pas su réaliser à ce moment-là, ni son état. Mais c'est très difficile pour une femme, surtout quand elle est jeune, très difficile. J'ai éprouvé, mais je n'ai pas pu réaliser avec l'intelligence, l'intellect. Il faut des êtres d'une culture assez élevée pour certainement l'atteindre. Depuis même, moi-même, j'essaye de le comprendre profondément. Et le travail ou le contact qui a été avec lui, avait fait avec lui, en réalité se poursuit, s'exprime, c'est moi. Non pas que je veux me mettre à sa hauteur, oh, pas du tout. C'est tout simplement pour dire les choses comme ont été en moi, très simplement et humblement et dépouillé. Et comme je l'ai vu avec mon cœur. Arthur Adamoff, vous étiez l'ami d'Antonin Artaud. Comment, dans les faits, a-t-il mis le doigt dans l'engrenage? Comment a-t-il été attiré dans l'univers de la psychiatrie? Moi, je crois, autant que je me souvienne, je crois que tout cela est lié, a été, enfin, les crises d'Artaud, car crise il y a eu, c'est un fait, ont été liées justement
je ne sais pas dans son enfance, mais dans son âge d'homme, ont été liés à l'état de frustration de la drogue, d'un homme qui est longtemps accoutumé à cette drogue et qui se met à boire de l'alcool, croyant que ceci compensera cela, et que, d'après ce qu'on dit, le résultat, si vous voulez, d'une désintoxication récente et de l'alcool est extrêmement mauvais. Et en tous les cas, le fait est que c'est à ce moment-là, c'est en allant en Irlande, n'est-ce pas, c'est sur le bateau qu'il y a eu les crises, les premières crises violentes d'Artaud, que moi je n'ai jamais vues. Mais il était dans un état, je crois, indéniable de déséquilibre nerveux à ce moment-là, oui. Mais c'est toujours l'état, je crois, de frustration. À plusieurs reprises, Antonin Artaud fut interné. Sa captivité la plus longue dura 8 ans, à l'asile de Rodez. 8 ans parmi lesquels sont compris les années de privation de la guerre. Je suis mort à Rodez sous un électrochoc. Je dis mort, légalement et médicalement mort. C'est à Rodez, Arthur Adamoff, que vous vous êtes rendu en compagnie de Marthe Robert pour obtenir la libération d'Antonin Artaud. Quel homme avez-vous trouvé à Rodez? J'ai trouvé un homme dans un état assez terrible, un homme terrifié, un homme qui avait une peur qui vivait dans la peur constante des électrochocs, un homme qui, lorsqu'il renversait un livre chez son médecin, aussitôt ramenait le livre sur la table et tremblait à l'idée qu'il pouvait, n'est-ce pas, qu'on pouvait lui imputer un désordre, n'importe quoi, une petite chose. Nous avons trouvé, Marthe Robert et moi, quelqu'un qui nous a, enfin, réellement serré le cœur. A-t-il été martyrisé? Martyrisé, c'est difficile de le dire. En tous les cas, il y a eu comment dirais-je, une incompréhension psychologique assez grande, parce qu'on lui disait, certains lui disaient, n'est-ce pas, si vous ne faites pas ceci, comme on dit aux enfants, vous aurez un électrochoc, ce qui, évidemment, enfin, ne devrait pas se faire. Absolument pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardeau, et le bardeau de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres, et la vie a baissé d'un cran. J'y ai connu ces moléculations souffle après souffle, du râle des authentiques agonisants. Je suis présent, je vis, je travaille, de plus. L'électrochoc, comme le bardeau carré des larves, il fait de tous les états pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larves inutilisables pour le présent et qui ne cessent d'assiéger le présent. Or, je le répète, le bardeau, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi artificiellement la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps, lequel,
celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants? Messieurs, les lois, la coutume vous concèdent le droit de mesurer l'esprit. Cette juridiction souveraine, redoutable, c'est avec votre entendement que vous l'exercez. Laissez-nous rire. La crédulité des peuples civilisés, des savants, des gouvernants par la psychiatrie d'on ne sait quelle lumière surnaturelle. Le procès de votre profession est jugé d'avance. Nous n'entendons pas discuter ici la valeur de votre science, ni l'existence douteuse des maladies mentales. Mais pour 100 pathogénies prétentieuses où se déchaîne la confusion de la matière et de l'esprit, pour 100 classifications dont les plus vagues sont encore les seules utilisables, combien de tentatives nobles pour approcher le monde cérébral où vivent tant de vos prisonniers? Combien êtes-vous, par exemple, pour qui le rêve du dément précoce, les images dont il est la proie, sont autre chose qu'une salade de mots? Nous ne nous étonnons pas de vous trouver inférieur à une tâche pour laquelle il n'y a que peu de prédestinés, mais nous nous élevons contre le droit attribué à des hommes, bordés ou non, de sanctionner par l'incarcération perpétuelle leurs investigations dans le domaine de l'esprit. Et quelle incarcération! On sait, on ne sait pas assez, que les asiles, loin d'être des asiles, sont d'effroyables geôles où les détenus fournissent une main-d'œuvre gratuite et commode, où les sévices sont la règle. Et cela est toléré par vous. L'asile d'aliénés sous le couvert de la science et de la justice est comparable à la caserne, à la prison, au bagne. Nous ne soulèverons pas ici la question des internements arbitraires pour vous éviter la peine des dénégations faciles. Nous affirmons qu'un grand nombre de vos pensionnaires parfaitement fous, suivant la définition officielle, sont eux aussi arbitrairement internés. Nous n'admettons pas qu'on entrave le libre développement d'un délire aussi légitime, aussi logique que toute autre succession d'idées ou d'actes humains. La répression des réactions antisociales est aussi chimérique qu'inacceptable en son principe. Tous les actes individuels sont antisociaux. Les fous sont les victimes individuelles par excellence de la dictature sociale. Au nom de cette individualité qui est le propre de l'homme, nous réclamons qu'on libère ces forces-là de la sensibilité, puisqu'aussi bien il n'est pas au pouvoir des lois d'enfermer tous les hommes qui pensent et agissent. Sans insister sur le caractère parfaitement génial des manifestations de certains fous, dans la mesure où nous sommes aptes à les apprécier, nous affirmons la légitimité absolue de leur conception de la réalité et de tous les actes qui en découlent. Puissiez-vous vous en souvenir demain matin à l'heure de la visite, quand vous tenterez sans lexique de converser avec ces hommes sur lesquels, reconnaissez-le, vous n'avez d'avantage que celui de la force. Docteur, vous tenez à conserver l'anonymat. En votre qualité de psychiatre, vous avez eu l'occasion d'approcher Antonin Artaud. Sous quel angle Antonin Artaud vous intéresse-t-il? Et l'existence du phénomène Antonin Artaud constitue-t-elle un apport pour vous, médecin, psychiatre? Et quel apport? Artaud paraît être, pour ainsi dire, un personnage exemplaire qui nous permet de mieux approcher une nouvelle conception de la folie. Pour le psychiatre, Antonin Artaud présentait une maladie mentale et sous cet angle, il me paraît extrêmement intéressant de faire le point de tout ce que nous avons l'habitude, pas seulement en tant que psychiatre, mais en tant que personnage d'une certaine civilisation, de faire le point de notre conception habituelle de la folie. Je crois que Antonin Artaud est un personnage exemplaire qui nous permet de changer nos façons de penser par rapport à la folie.
Lorsque nous parlons de folie, nous avons toujours l'impression qu'il s'agit d'une situation humaine où toutes les valeurs de la personnalité sont, pour ainsi dire, annulées. Lorsqu'on a pu approcher Antonin Artaud, on s'aperçoit que loin d'être une annulation de toutes les valeurs humaines, la folie est en quelque sorte une sorte de révélateur de valeurs et de sentiments, de vérités extrêmement importantes. Le monde a l'habitude de parler de folie en termes de mépris, et je crois que cette position est absolument intenable en face d'Antonin Artaud, qui nous met en face de valeurs humaines absolument pas méprisables. Lorsqu'Antonin Artaud revint à Paris, accompagné par Marthe Robert et Arthur Adamoff, il fut possible de lui trouver un abri chez le docteur Achille Delmas à Ivry. C'est là que le connut Paul Thévenin. Quel âge avait-il à ce moment-là? On ne pouvait pas dire, n'est-ce pas, qu'il avait 50 ans. Il avait peut-être 50 ans, je ne le savais pas, enfin. On ne se rendait pas compte. Évidemment, son aspect physique était très délabré, mais à partir du moment où il était présent, enfin, c'était une présence d'une telle vivacité. Et puis, quelque chose de déchirant et de bouleversant, n'est-ce pas, qui ne faisait qu'on ne pouvait qu'être à sa disposition quand on le sentait. Comment se sont déroulées les années pendant lesquelles vous l'avez connu? Comment s'est déroulée la vie d'Antonin Artaud pendant ces années-là? Vous voulez parler de sa vie quotidienne. Sa vie quotidienne, c'était le travail. Il écrivait. Et quand il avait cessé d'écrire, il travaillait son souffle. Du reste, il l'a écrit, la manière dont il travaillait son souffle. Et il accuse, par exemple, je crois que c'est dans le Van Gogh qu'il fait allusion à la manière dont il travaillait son souffle qui inquiétait le docteur Ferrière. Et du reste, il faut dire que c'était assez surprenant de voir cet homme si décharné, qui avait l'air apparemment d'avoir si peu de force, arriver à tirer de lui-même des sons d'une telle intensité, enfin d'une telle violence. Ça avait quelque chose de prodigieux, ça tenait du prodige, n'est-ce pas? Et du reste, dans l'émission qu'il avait enregistrée à la radio, il a enregistré des cris de cette sorte, et on ne peut imaginer que c'était un homme qui avait subi tant de sévices, n'est-ce pas, qui arrivait malgré tout à donner cette ampleur, n'est-ce pas, à sa voix, ou cette hauteur, parce que c'est très, très difficile et très fatigant de donner certains sons très hauts. Or, il y arrivait, il travaillait, il considérait que c'était un travail. Très jeune, enfin résistante, j'étais très fatiguée quand il m'avait fait crier avec lui et quand il m'avait fait faire des essais justement de souffle. Il appelait dire cela faire tirer son souffle de derrière le nez, n'est-ce pas? C'est très fatigant, vous savez, j'étais épuisée. Eh bien lui, pas. C'était extraordinaire, mais il n'était pas épuisé apparemment. Alors, il travaillait. On ne peut pas dire qu'il faisait autre chose que travailler. Tout ce qu'il faisait, c'était le travail.
Quelle importance attachait-il au travail du souffle et au cri? C'est une question difficile que vous me posez là, parce qu'après tout, cela ferait envisager dans son ensemble la conception qu'Antonin Artaud avait du théâtre, en partant des premières théories du théâtre et son double, enfin qui ne sont pas tout à fait les premières, puisqu'il y a eu le théâtre Alfred Jarry avant, et même on pourrait aller plus loin que ces théories sur le théâtre, on pourrait penser à cette présence extraordinaire du corps et cette connaissance qu'il avait du corps et que l'on retrouve dans son œuvre, même depuis le début de son œuvre, dans la correspondance avec Jacques Rivière. Vous verrez qu'il y a cette connaissance de son corps, n'est-ce pas? La lutte d'Antonin Artaud, c'est une lutte perpétuelle entre sa volonté créatrice dans tous les domaines, et ce corps qui n'obéit pas. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut remonter de loin si on veut parler de l'importance qu'il attachait au travail du souffle. Alors, il avait déjà, dans le théâtre de la cruauté, parlé de l'importance corporelle, n'est-ce pas, de l'acteur. Mais c'était devenu, après Rodez, et après les expériences qu'il avait faites sur son corps même, n'est-ce pas, dans les différents asiles, il l'a écrit du reste plus d'une fois, c'était une manière, n'est-ce pas, d'être conscient pour lui. La connaissance du corps est une forme de conscience, et il l'avait à un tel point que dans ses derniers textes, il parlait souvent de la bête qui le rongeait, et quelque temps avant sa mort, c'est les souffrances qu'il avait, c'était devenu plus fortes, n'est-ce pas? Il présentait des signes inquiétants physiquement, et je l'avais amené moi-même chez le professeur Mondor. Il avait subi plusieurs examens, on lui avait fait plusieurs radios, et il a été découvert à ce moment-là qu'il avait un cancer du rectum. Il ne l'a pas su, évidemment. En tout cas, cela ne lui a pas été dit. C'était inopérable et il était inutile de le lui dire. Mais quand on songe qu'il écrivait, n'est-ce pas, qu'il y a une bête lui rongeait l'anus, on pense qu'il avait cette connaissance, il était arrivé, n'est-ce pas, à cette connaissance extrême de son corps, qui est tellement stupéfiante que je ne peux que le constater, enfin. Comment se sont déroulées ces dernières années? Est-ce que sa puissance créatrice a été altérée? Absolument pas, absolument pas. La puissance créatrice a été altérée, d'après ce qu'il disait, par les électrochocs. Il a du reste écrit un texte qui se trouve à la fin d'Artaud le Momo sur l'électrochoc et la manière dont il transforme la conscience. La conscience est l'être d'un homme. Et si je vous dis, n'est-ce pas, que sa faculté créatrice a été altérée à ce moment-là, ce n'est pas moi qui le dis. Il disait, c'était lui qui disait que sa conscience créatrice, à ce moment-là, a été altérée par l'électrochoc. Sa personnalité avait été changée, on lui en avait donné une autre. Mais je ne me suis jamais aperçu, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il éprouva quelque difficulté que ce soit à faire ce qu'il voulait. J'entends avec les mots ou avec la parole. Je ne crois pas. Oui, je crois que c'est très important de préciser ce point parce que dans de nombreux textes, il s'est plaint du mot. Il s'est plaint de ne pouvoir... Mais ça, c'est un autre problème. Mais j'entends bien. C'est justement ce que je veux dire. Il faut bien distinguer deux problèmes. Celui du poète, pour lequel le mot est une espèce de concession. On ne peut pas s'en passer, mais le mot est toujours mauvais, a priori, parce qu'il est le mot. Et au contraire, le mot que l'on ne sait pas employer de façon courante. Et j'entends bien qu'il fallait distinguer les deux questions. C'est tout à fait autre chose. Ce problème-là est tout autre. Cela n'a rien à voir avec la faculté créatrice. C'est un problème, du reste,
qui n'est pas propre du reste à Antonin Artaud. Il est très aigu chez Antonin Artaud, parce que nous arrivons aussi à une époque où le langage peut paraître, enfin la parole dont nous disposons peut paraître insuffisante. Il est certain qu'il y a chez Antonin Artaud un moment où le langage ne lui paraît plus suffisant. Alors il le fait éclater. Il le fait absolument éclater du dedans. C'est pour cela que vous trouvez dans certains poèmes ce qu'il appelait des syllabes, n'est-ce pas, qui sont incantatoires, si l'on veut, pas tellement, mais surtout, au fond, ce sont des invectives, souvent. Le timbre a des volumes, des masses de souffle et de ton qui forcent la vie à sortir de ses repères et à libérer surtout ce soi-disant au-delà qu'elle nous cache, et qui n'est pas dans l'astral, mais ici. Il n'y a pas d'astral. L'astral n'est que le dépotoir miteux de tout ce que la conscience n'a pu être. Et où serait-on avant et après être lorsqu'il n'y a ni genèse, ni mort, et qu'on ne meurt pas en réalité? Et la mort, je l'ai déjà dit, n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Lorsqu'un corps est reconnu mauvais, on le change, et c'est le théâtre qui est chargé de ce changement. Et jamais un corps ne fut si mauvais que le corps actuel de l'homme, et il serait temps que le théâtre entreprenne son changement. Pour parvenir à cet état qui annihile l'astral et fasse apparaître encore la muraille de l'au-delà, pour accéder à ce transfert visible et sensible d'un corps à l'autre, l'acteur, livré à la dépense d'énergie que j'indique, et c'est toute la question du théâtre qui se pose, et elle se pose là, et de cette unique façon-là, a besoin d'une obstination extraordinaire d'efforts, lesquels, dans le temps, peuvent durer plusieurs heures et jusqu'à près d'une journée, et il a besoin, pour y parvenir, de moyens d'action aussi simples qu'extraordinaires, aussi extraordinaires qu'inaccoutumés. Il faut au corps de l'acteur surmener des éléments d'une thérapeutique singulière que la médecine actuelle ne connaît plus, mais qu'on peut retrouver décrits point par point dans certains vieux livres d'alchimie. Du gerzam, erto gartma, no gartma, erto gela. Car le passage au nouveau corps ne peut être précédé que par l'adieu au corps qui sombre, lequel ne peut être d'ailleurs qu'une épouvantable malédiction. Patobel, el botsebura, obel tenix. Mais ce monde trouvera-t-il de quoi fournir à l'acteur ce qu'il lui faut pour la thérapeutique de son passage? Après quoi ce sera à l'acteur de quoi fournir à ce qu'il aura trouvé de bon en ce monde, ce qu'il lui faut pour sa complète transmutation. Ta trendi, ta pem, ta perdida, ta exuta, apepta sundi. Il ne s'agit pas de pousser à temps et sans contretemps le A du valet de Molière dans la classe d'André Bruno. Il s'agit d'ouvrir la bouche de telle sorte et autant de fois qu'il le faut pour que le A qui dormait sous le coccyx sache vertigineusement gagner les étages reculés de la luette, non pas en avant mais en arrière de la luette, étrangement et miraculeusement en arrière du timbre ressac auquel nous avons été habitués. C'est qu'à l'appel de la volonté, automatiquement un timbre se classe, se présente à nous comme la vague domestiquée d'une marée. Or, ce n'est pas sur ces élans spontanés que le corps table pour vivre, pour se dépasser ou pour sombrer. Ce n'est pas là non plus que l'ignominieuse magie érotique et scientifique de certains singes qualifiés va le chercher. Par-dessus le coccyx, et beaucoup plus haut, très haut, il y a la glotte, la luette et le larynx. Mais par-dessus le larynx, il y a les deux cavités des fosses nasales et cet os luisant et rebelle, le sinus dégorgeant de morve qui commande une émission perpétuelle de souffles étages et qu'on peut entendre ronds et longs dans les volutes rythmiques de leurs tourbillons. Ce souffle ne sont pas un, mais le passage euphonique d'un invisible et versatile infini qui donne le meilleur comme le pire et au milieu duquel il y a tout à choisir. Et là où le singe sexuel choisit astucieusement et à un degré surprenant et inattendu le pire, c'est à l'honnête acteur du théâtre de curation cruelle à savoir retrouver le degré miraculeux et sauvagement ineffable du meilleur. Le cri étant pour lui un des moyens de faire éclater le mot.
Et le cri étant un moyen de faire éclater le mot, c'est certain, mais le cri est utilisé au théâtre. Les syllabes sont utilisées dans le langage écrit. Parce qu'il y a de ces syllabes. Dans Artaud le Momo, par exemple, il y a des syllabes. Dans de très nombreux poèmes, dans Sigy, par exemple. Oui, il y a ce qu'il appelait des syllabes. Je vous dis, on peut, suivant la place où elles sont, où on les trouve, elles ont un sens différent, n'est-ce pas, une puissance différente. C'est le moment où le mot n'a plus suffi et où il s'est servi de son langage à lui. En pourriez-vous donner un exemple? J'ai ici des textes d'Artaud. Je serais très heureux si vous en pouviez lire ou dire un. Oui, il doit y avoir. J'ai Sigy ici, le voulez-vous? Oui. Tout vrai langage est incompréhensible, comme la claque du claque-dent, ou le claque, bordel, du fémur à dents, en sang, faux, de la douleur sciée de l'os, dan cantala, d'aquisquetel, tar et d'aba, tar et d'abel, d'estramuntils, o ept enis, o ept atra. De la douleur suée, dans l'os, de la douleur minée de l'os, quelque chose naquit, qui devint ce qui fut esprit, pour décaper dans la douleur motrice. De la douleur, cette matrice, une matrice concrète, et l'os, le fond du tuf, qui devint os. Morale, ne te fatigue jamais plus qu'il ne faut, quitte à fonder une culture sur la fatigue de tes os. Morale. Quand le tuf fut mangé par l'os, que l'esprit rongeait par derrière, l'esprit ouvrit la bouche en trop, et il reçut dans le derrière de la tête un coup à dessécher ses os. Alors, os par os, l'égalisation sempiternelle revint et tourna à l'atome électrique avant de fondre, point par point. Conclusion. Pour moi, simple Antonin Artaud, on ne me la fait pas à l'influence. Quand on n'est qu'un homme ou que Dieu. Je ne crois à ni père, ni mère. J'en ai pas à papa-maman, nature, esprit, ou Dieu, Satan, ou corps, ou être, vie, ou néant. Rien qui soit dehors ou dedans, et surtout pas la bouche d'être, trou d'un égout fort et dedans, où se regarde tout le temps l'homme qui tête sa substance en moi, pour me prendre un papa-maman et se refaire une existence libre de moi sur mon cadavre, ôté du vide même et reniflé de temps en temps. Je dis, de par-dessus le temps, comme si le temps n'était pas frite, n'était pas cette cuite frite de tous les effrités du seuil réembarqués dans leur cercueil. Antonin Artaud n'a jamais cessé de penser au théâtre. Il était comédien. Mais le théâtre qu'il voulait n'avait aucun rapport avec celui auquel il lui fallait assister, avec celui qu'il lui fallait jouer comme on lui indiquait de le jouer. Toute la partie de l'œuvre d'Antonin Artaud, consacrée au théâtre, constitue le manifeste d'un théâtre nouveau, et il n'y a pas lieu de relever la brutale conversion d'Artaud. Citons en effet ses propres paroles. J'ai écrit, je cite Antonin Artaud, dans Le théâtre et son double, que le théâtre était virtualité et que cette virtualité mettait le spectacle à l'abri d'une réalité dangereuse possible, alors que maintenant je pense tout le contraire, que c'est la réalité dangereuse qui doit être recherchée et que le théâtre n'existe que pour la susciter. Contradiction excellente
qui fait la synthèse des aspects d'un moyen d'expression. Alors, que faire pour atteindre ce moyen d'expression, le théâtre? C'est très simple. Aliéner l'acteur. Le théâtre est l'état, le lieu, le point où saisir l'anatomie humaine et par elle guérir et régenter la vie. Oui, la vie avec ses transports, ses hennissements, ses borborigmes, ses trous de vide, ses prurites, ses rougeurs, ses arrêts de circulation, ses maelstroms sanguignolants, ses précipitations irritables de sang, ses nœuds d'humeur, ses reprises, ses hésitations. Tout cela se discerne, se repère, se scrute et s'illumine sur un membre. Et c'est en mettant en activité, et je dirais en activité paroxystique des membres, comme les membres de ce formidable fétiche animé qu'est le corps de tout un acteur, qu'on peut voir, comme à nu, la vie, dans la transparence, dans la présence de ses forces premières nées, de ces puissances inutilisées et qui n'ont pas encore servi, non, pas encore servi à corriger une création alchimique dont le vrai théâtre était fait pour redresser les irascibles et pétulantes gravitations. Oui, la gravitation universelle est un séisme, une effroyable précipitation passionnelle qui se corrige sur les membres d'un acteur, non pas en frénésie, non pas en hystérie, non pas en transe, mais à l'extrême fil du coupant de l'arête, à la dernière et plus extrême tranche de la mesure pariétale de son effort. Paroi après paroi, l'acteur développe. Il étale ou referme des murs, des faces passionnelles et suranimées de surface où s'inscrit l'ire de la vie. Muscle après muscle, sur le corps de l'acteur méthodiquement traumatisé, on peut saisir le développement des impulsions universelles et sur lui-même les corriger. C'est une technique qui faillit avoir lieu un jour, au temps des mystères orphiques ou d'Éleusis, mais qui manqua, parce qu'il était beaucoup plus question du parachèvement d'un vieux crime, donner Dieu, tout Dieu dépecé, à tout l'homme, tout l'universel du souffle inemployé des choses, à l'homme bassement humain, que de la constitution et de l'institution de cette nouvelle et palpitante anatomie furtive que tout le théâtre réclamait. Oui, l'homme eut à un moment donné besoin d'un corps squelettique neuf, qui pétilla et se glissa dans l'air comme les flammes furtives d'un foyer. Et le théâtre était cette force qui barattait l'anatomie humaine, cette pétulance d'un feu inné de quoi furent égrenés les primitifs squelettes, cette force d'humeur éclatée, cette espèce d'irascible tumeur où fondit le squelette premier. Et c'est par le barattement rythmique de tous les squelettes évoqués que la force innée du théâtre cautérisait l'humanité. C'était là que l'homme et la vie venaient de temps en temps se faire refaire. Où donc? Dans certaines excoriations intempestives de la sensibilité organique profonde du corps humain. Sans transe, par le halètement rythmique prononcé et méthodique de l'appel. La vie scintillante de l'acteur était mise à nu dans ses veines profondes. Et il n'y avait pas de muscle, plus d'os, pas de science du muscle ou de l'os, mais la projection d'un squelette ligneux qui était tout un corps comme mis à nu et visible et qui semblait dire « Attention, gare là-dessous, ça va chier, ça va éclater ». Et en effet, le théâtre était le martyr de tout ce qui risquait humanité, qui voulait prendre figure d'être. C'était l'état où on ne peut pas exister si on n'a pas consenti par avance à être comme par définition et par essence un définitif aliéné, brisure de membres et de nerfs éclatés, cassure d'os sanglants et qui proteste d'être ainsi arraché au squelette de la possibilité. Le théâtre est cette inextirpable et effervescente féerie qui a la révolte et la guerre pour inspiration et pour sujet. Car être aliéné à l'être, qu'est-ce que c'est?
c'est ne pas avoir accepté, comme l'homme imbécile et crapuleux d'aujourd'hui, de céder à cet état de liquéfaction viscérale antithéâtrale qui fait le sexe, à cet état d'érotisation statique, pro-intestinale du corps actuel, les déracinements magnétiques du corps, les excoriations musculaires cruelles, les commotions de la sensibilité enterrée qui constituent le théâtre vrai ne peuvent pas aller avec cette façon de tourner plus ou moins longtemps, en tout cas languissamment et lascivement autour du pot qui constitue la vie sexuelle. Le vrai théâtre est beaucoup plus trépidant, il est beaucoup plus aliéné, état spasmodique du cœur ouvert et qui donne tout à ce qui n'existe pas et qui n'est pas et rien à ce qui est et que l'on voit, concerne et où on peut rester et demeurer, mais qui, aujourd'hui, voudrait vivre dans ce qui demande blessure pour rester un aliéné. Or, il n'est, paradoxalement, dans toute l'œuvre d'Antonin Artaud qu'un seul décalage, qu'une seule rupture dans la vie-œuvre. Et c'est précisément l'œuvre théâtrale d'Antonin Artaud. Je veux parler de texte et non de mise en scène, précisons-le. C'est le texte qui permet la mise en scène. Rien que de la mise en scène, mais pas de théâtre pour Courteline ou pour La Biche. Le texte de la pièce d'Antonin Artaud, Les Cenci, a permis à Artaud de mettre en scène ou de tenter de le faire, comme il l'entendait. Mais le texte des Cenci n'est pas inséré. Il n'a pas de place dans la vie-œuvre d'Antonin Artaud. Michel Léris, qui était Artaud comédien? Comment avez-vous vu Artaud lorsque Max Jacob vous l'a fait connaître? Je me rappelle encore assez clairement qu'il avait un costume gris-vert, extrêmement clair, et son teint très blafard. Je me rappelle son allure vraiment terriblement fermée, très, très lointaine, et avec un rayonnement tout à fait extraordinaire, qui venait de ce visage blafard, très beau, enfin d'ailleurs, dont je vous parlais. Je crois qu'il avait un chapeau et des souliers dont j'ai gardé le souvenir comme si ça avait été des escarpins. Je ne sais pas pourquoi, enfin... je me rappelle d'escarpins, alors qu'il était certainement chaussé tout autrement. Il avait l'air à la fois assez misérable, je crois qu'à cette époque-là, il était très pauvre, et lui donnait une impression de noblesse et de dignité tout à fait étonnante. Nous n'avons eu aucune espèce de conversation. Lui aussi connaissait bien Max Jacob, il fréquentait chez lui. Max nous a présentés tous les deux, comme gens enfin, de même génération, parce que nous avions le même âge quelques années près. Et si je me souviens à ce point de son costume, c'est parce que j'avais lu peu de temps avant, dans la revue Action, que dirigeait Florent Fels, un poème d'Artaud que j'avais trouvé extrêmement beau. C'est, je crois, le poème qui est intitulé Verlaine bois, où il est question, enfin, il y a ce très beau vers, la pierre verte de l'absinthe au fond du verre. Et j'avais l'impression que son costume était cette pierre verte, même de son poème. Vous l'avez vu jouer? Je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer chez Pitoef. Je l'ai vu jouer aussi dans cette pièce de chez Dulin qu'il venait répéter ce jour-là. Quand il jouait avec d'autres metteurs en scène que lui, ce qui était suffocant, c'est que Artaud, avec enfin l'intégrité, son côté, son absolutisme, cette rigueur qu'il a toujours eue, tenait absolument à jouer dans son style, enfin dans son propre style. Le style qui lui paraissait le seul style théâtral digne. Mais comme les autres ne jouaient pas dans le même style, ça donnait évidemment un décalage assez curieux. Je l'ai vu ensuite quand il a monté les Cenci. Alors là, c'était lui-même le metteur en scène, et évidemment, son style passait parfaitement. Ça ne donnait pas cette impression surprenante qu'il donnait quand il jouait avec des acteurs, enfin jouant selon la manière traditionnelle. Et est-ce que les
Quand il jouait à sa manière au milieu des autres, comment les autres le supportaient-ils? Quels étaient ses rapports avec les autres comédiens? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Et lorsqu'il a monté ses propres pièces, est-ce que les comédiens se pliaient facilement au style qu'il imposait? Pour le spectateur, oui. Pour le spectateur avait l'impression de l'unité de style. Est-ce qu'il lui était facile d'imposer son style aux comédiens? Ça, je n'en sais rien. Mais enfin, le résultat était là. On était en présence d'un seul style. Vous avez assisté à la représentation des Cenci? J'ai assisté à la représentation telle que Artaud l'avait montée. De même que j'ai assisté à des représentations du théâtre Alfred Jarry. Alors, vous en avez retiré quelle impression? Quelle différence? En tant que spectateur, vous avez constaté quoi de différent par rapport aux autres spectacles? Ce qu'il y avait de différent, tenez, ce qui en rendra le mieux compte, c'est de vous parler simplement de la chose que je me rappelle le mieux, enfin, ce qui m'est resté de cette mise en scène des Cenci. Il y avait par exemple, à un certain moment, il y avait tous les personnages qui étaient en scène, ils étaient assez nombreux, qui se mettaient à courir dans tous les sens en se bousculant, enfin, dans un désordre absolument indescriptible. Et ensuite tout se réordonnait. Il y avait une espèce de... C'était un paroxysme, un moment paroxystique de la pièce, bien sûr. Mais il y avait une espèce de délire, de folie collective qui était objectivée sur la scène. Et ça, je crois, j'ai pas vu d'autres metteurs en scène avoir la hardiesse enfin, de faire ça. C'était très très beau, indiscutablement. Et complètement, c'était complètement gratuit, enfin, du point de vue des idées traditionnelles qu'on a sur le théâtre. Évidemment, il n'y a aucune espèce de raison du point de vue de l'action pour que tous ces personnages se mettent à se caramboler, enfin, de la façon dont ils le faisaient. Mais ça arrivait une intensité dramatique extraordinaire. Délire parfaitement organisé ou laissant une grande part de liberté aux comédiens? Vous savez, moi, il faudrait que je sois comédien et que j'ai travaillé avec lui pour vous dire ça. Ça, moi, j'ai vu jouer les Cenci, mais je n'en ai pas suivi les répétitions. Je suppose que ça devait être assez organisé, parce que je ne sais pas si tous les gens s'étaient contentés de courir dans le plus grand désordre. Il est probable que ça n'aurait même pas donné cette impression de désordre que ça donnait aux spectateurs. Et est-ce que tout au long des Cenci, c'était autrement? Ah non, pas tout au long. Non, il y avait des espèces d'irruptions, enfin, des espèces d'explosions, enfin, de ce genre. Mais on n'est pas en présence d'un type de jeu, d'un type de mise en scène, d'un type d'organisation scénique fondamentalement différent de ce que l'on pouvait voir ailleurs. Dans les Cenci, non. Non, il y avait des moments. Des moments comme ça. Mais le spectateur pouvait se reconnaître. Tout n'était pas insolite. Absolument pas. Est-ce que pensez-vous qu'Artaud aurait souhaité que tout fût insolite dans sa pièce, que tout fût autrement? Je pense que ce qui l'amenait à mettre en scène d'une façon traditionnelle, pas pour tout, ou disons d'une façon à peu près traditionnelle pour la plupart des scènes, c'est qu'il jouait sur un théâtre traditionnel, quoi, un théâtre à décor et rideaux, etc. Et qu'il n'y a pas 50 000 manières d'utiliser un plateau de théâtre. Oui, il est évident qu'Artaud voulait autre chose, il voulait une autre organisation scénique. Il aurait voulu un tout autre dispositif. Et alors là, on aurait vu ses vraies mises en scène. Comme il n'a jamais eu à sa disposition, enfin, ce théâtre qu'il lui aurait fallu, évidemment, une mise en scène comme celle de Cenci, ou celle qu'il a faite pour Vitrac, était encore, à beaucoup d'égards, traditionnelle. Mais il y avait là-dedans, enfin, quelque chose de tout à fait différent qui se manifestait. Les Cenci, la pièce d'Antonin Artaud, constitue vraiment, dans la vie d'Artaud, une curieuse excroissance. Le vieux comte Cenci, autour de qui s'organise l'action, préfigure nettement le Caligula d'Albert Camus. Il est, avant Caligula, un homme qui choisit d'incarner le destin. Artaud jouait lui-même le rôle du comte Cenci. Au cours de la première scène, le comte Cenci reçoit l'envoyé du pape. Oh, un meurtre n'est pas une affaire.
Pour qui dispose de la vie des âmes, qu'est-ce après tout que la perte d'un corps? Toutefois, il y a les apparences. Oui, la morale publique, les mœurs, toute une façade sociale à laquelle le pape tient essentiellement. C'est la raison de sa dureté à votre égard et de ses exigences. Et il n'a pas fallu moins que tout mon crédit au conclave pour l'amener à vous tenir quitte. Donnez-lui votre terre située au-delà du Pincio et il passe l'éponge sur vos péchés. Peste! Le tiers de mes possessions? Trouvez-vous que ce soit beaucoup? C'est beaucoup que la vie d'un homme soit évaluée 3 mesures de terre avec les vignobles qui sont dessus. De quoi vous plaignez-vous? Je me plains de ma lâcheté. Vous aimeriez mieux sans doute que votre crime soit proclamé? Et après, la publicité attachée à mon crime ne veut pas dire que j'expirais? Et que feriez-vous? La guerre. Je me vois fort bien faisant la guerre à la papauté. Ce pape est trop ami des richesses. Et de nos jours, il est trop facile pour un puissant de la terre de couvrir ses crimes avec ses deniers. À moi, la plèbe, contre tout ce qui montre un peu trop la tête. Derrière les murailles armées de mon château de Pétrel, je me sens capable de braver les foudres de la papauté. Est, comme vous y allez pour une simple question de conscience. Ce qui nous sépare, vous et moi, c'est que je ne mets pas la conscience dans les misères où vous la mettez. Du calme, comte Cenci, du calme. N'allez pas soulever tout un pays pour un crime dont on vous dit qu'il est déjà expié. C'est justement ce qui m'arrête. La guerre me détournerait de certains desseins. Sans doute quelque ignominie nouvelle où votre esprit aime à se reposer. Peut-être, mais c'est mon affaire. L'Église n'a aucun titre à s'introduire dans mon cœur secret. Comte Cenci, nous sommes là des batailles. Le monde est faible. Il aspire à la paix. Le geste du pape est un geste de prêtre qui incite à l'apaisement. Je fêterai cette amnistie générale dans une orgie où vous serez tous conviés, des chefs de noblesse et du sacerdoce, une grande orgie des temps de mollesse, où les vices du vieux comte Cenci vous montreront ce que veut dire la paix. Assez, comte Cenci, assez! Vous finirez par me faire regretter mon éloquence. Vous n'êtes pas si jeune que vous ayez encore le temps de regretter votre passé. Baliverne que ces choses d'église. Pour moi, il n'y a plus avenir, ni passé, et donc aucun repentir possible. Je ne m'occupe plus que de bien raffiner sur mes crimes. Un beau chef-d'œuvre noir, c'est le seul héritage qu'il m'importe encore de laisser. Ce n'est pas sur ce texte qu'il faut juger Antonin Artaud, c'est évident. Mais les écrits sur le théâtre demeurent. Artaud est le seul manifestant poétique du théâtre. Ce n'est pas dans sa pièce qu'il a mis la vie, c'est dans ses écrits sur le théâtre, ce qui est absolument dans la logique interne de la vie-œuvre d'Artaud. Les écrits d'Antonin Artaud sur le théâtre sont si importants que de ces écrits se réclame toute l'école contemporaine de la mise en scène. Ne disons pas du théâtre, mais bien de la mise en scène, ce qui n'est pas tout le théâtre. Philippe Soupeau, pensez-vous que si tant de metteurs en scène se réclament d'Antonin Artaud, c'est à juste titre? Pensez-vous que Jean-Louis Barrault, Raymond Rouleau, Jouvet ont en fait aliéné l'acteur? Je vais vous dire, je crois que, voyez-vous, il y a... Parce que tout le monde s'est réclamé d'Artaud, n'est-ce pas? C'est pourquoi je crois qu'il est très important de fixer ce genre de point. Je vais vous dire tout le monde s'est réclamé d'Artaud et je pense à ceux que j'ai vus, moi. Malheureusement, je n'appartiens pas à la génération d'Artaud, donc il y a des points que je ne peux pas juger. Mais j'ai néanmoins vu maintes fois Jouvet, maintes fois Jean-Louis Barrault, maintes fois des gens qui se réclament d'Artaud et... il y a d'autre part ce que j'ai cru voir et comprendre en lisant Artaud. Je ne vois pas de rapport entre ce qu'ils font et ce qu'ils prétendent faire. Alors, je vais vous dire, il faut bien faire attention au mot influence. Il est évident que, par exemple, il y a eu une influence directe d'Artaud sur Barrault. Elle existe. Elle est positive. Mais il y a aussi des influences, si vous voulez, que je n'appellerai pas négatives, mais qui ont quand même une grande importance. C'est-à-dire que après Artaud, Jouvet ne se permettait pas certaines choses. Et Rouleau ne se permettait pas certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'il faisait certaines choses, mais il ne pouvait plus faire certaines choses après Artaud. C'est une chose, un système d'influence qui est extrêmement important. Et à mon avis, on ne voit jamais que les influences positives, on dit « Oh, il a été influencé par un tel ». Mais il y a aussi des influences qui sont très fortes, qui disent « Je vous interdis de faire telle chose ». Et la preuve, c'est que Rouleau et
Jouvet ne faisait plus certaines choses, parce que Artaud avait exprimé certaines pensées, certaines théories. C'est ça qui est important. Vous comprenez, les influences les plus fortes, ce sont les influences qui vous empêchent de faire quelque chose. Vous ne pourriez plus, vous, écrire comme écrivait Edmond Rostand, même si vous en aviez envie. Pourquoi? Parce que le mouvement Dada et le surréalisme vous en ont empêché. On ne peut plus... Le surréalisme a eu cette importance, c'est qu'elle a... Et le mouvement Dada, c'est important si on dit stop, on fait table rase, on ne peut plus faire ça. Mais naturellement, il y a une autre point de vue, c'est celui qui dit nous allons faire comme ça. Mais il y a vous voyez les deux aspects de l'influence. De quoi parle-t-on, à votre sens, lorsque l'on parle de la folie d'Artaud? Comme on parle, si vous voulez, de la maladie de Rimbaud, de la folie de Lautréamont, de la folie de Gérard de Nerval. Bien sûr, je crois que Artaud a été fou comme on est fou quand on veut aller jusqu'au bout de quelque chose. Et précisément, la folie d'Artaud a quelque chose de merveilleux, c'est qu'il l'a voulu lui-même, il a été fou très jeune, parce qu'il n'a pas pu supporter cette espèce de pression de la vie quotidienne et qu'il a voulu la dépasser. Et quand on dépasse quelque chose, quand on dépasse la médiocrité, on est évidemment traité de fou et considéré comme un fou. Mais la folie d'Artaud est peut-être, si vous voulez, une folie volontaire. André Masson. Qui est Antonin Artaud? Artaud, c'est un météore. Je commence tout de suite par une image, et surtout par une image convenue. C'est un météore. Il avait toutes les habitudes d'un météore. Jamais il n'a pu souffrir son entourage. Je dis cela, notez bien, pas péjorativement. Son génie, c'était cela. C'était de faire le vide autour de lui. Son propre enracinement dans la vision noire qu'il avait du monde, noir et pas noir seulement, enfin, à la fois de nuit et de feu, faisait que, évidemment, il était comme un météore. On ne pouvait le comparer à personne. Son comportement était toujours imprévu, quoique dans une ligne très, très tenue par Artaud, pas beaucoup d'écart, je crois bien. Mais il arrivait et partait. Hein. Vous ne saviez jamais pourquoi il allait partir, ni pourquoi il allait arriver. Moi, par exemple, rue Blomet, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le surréalisme, pas du tout même. C'était Dada finissait, la littérature commençait à intéresser pas mal d'entre nous, comme je vous l'ai déjà dit. Mais Artaud, par exemple, mon atelier n'avait pas avait une porte, mais cette porte n'avait pas de serrure. La serrure était cassée, enfin on pouvait entrer comme ça. Entrait à 3 heures du matin, pour me réveiller, pour me poser une question. Vous voyez que son comportement, déjà, est météorique. C'est toujours pour moi, en tout cas, disons, mais un météore, c'est peut-être pas assez dire, c'était une comète. Alors il arrivait, la comète se mettait à parler. Il fallait répondre tout de suite. Ah, pas attendre le petit déjeuner, non, tout de suite, Masson, tout de suite. Je viens vous demander aujourd'hui, si vous pensez que je suis plus grand acteur que grand poète, plus grand poète que grand dessinateur, enfin, ça peut être des questions aussi personnelles, ou alors des questions d'angoisse. Un jour, par exemple, il est venu aussi me réveiller pour me dire, écoutez, je n'ai pas pu y tenir, il y a quelque temps, nous parlions de l'imagination dans un café, de ma gauche, je m'en souviens très bien, et au moment où je vous ai dit, il y a tout de même une chose qui est magnifique, c'est l'imagination. Elle est pure. Et j'avais peiné Artaud en disant, même pas ça. Tout est impur, et c'est ça la beauté du monde. Enfin, c'était un homme exigeant du monde, de tout, exigeant de tout. De lui aussi, certainement, car je ne vois pas chez lui, je ne peux pas voir un seul acte de dérobade, jamais. Il allait jusqu'au bout, mais au bout, c'est toujours la mort. Mais c'est un homme qui
qui n'avait pas peur d'aller vers l'issue. Cette issue qui est la même pour tous. Par là, il est grand pour tous les hommes. Et il a su assumer la cruauté du destin. En somme, je dis là encore une fois un mot nietzschéen, n'est-ce pas? Est-ce qu'il aurait toléré des disciples? Mais il n'y a pas question. Ou plutôt, alors comme Zarathustra, il aurait dû leur dire tout de suite, tuez-moi. Ça revient au même. Car Zarathustra ne peut pas avoir de disciples. C'est là une des pensées profondes de Nietzsche. Zarathustra est condamné à mort. Comme vous savez, ces prêtres antiques dont parle Fraser, ce prêtre qui avait la plus haute fonction, mais qui devait mourir de mort violente à un moment qui ne lui était pas annoncé. Il y avait un meurtrier qui rôdait toujours et qui devait le tuer. Alors là, il pouvait assumer le divin. L'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré, une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit. Or, cet esprit, venu des Indiens d'Amérique, ressort un peu partout aujourd'hui, sous des allures scientifiques qui ne font qu'en accuser l'emprise infectieuse, morbide, l'état accusé de vice, mais d'un vice qui pullule de maladies, de microbes et de maladies. Parce que rien tant que vous voudrez, mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu. Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes font leurs atomes? Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Artaud. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne. Et de le clouer au cœur, là où les hommes l'aiment le mieux, sous la forme de la sexualité maladive, dans cette sinistre apparence de cruauté morbide qu'il revêt aux heures où il lui plaît de tétaniser et d'affoler comme présentement l'humanité. C'est le 23 avril 1947 qu'Antonin Artaud écrivit à Pierre Loeb une lettre qui annonce, qui définit, qui résume et qui projette toute son œuvre. Cher ami, le temps où l'homme était un arbre sans organes ni fonction, mais de volonté, et arbre de volonté qui marche, reviendra. Il a été et il reviendra, car le grand mensonge a été de faire de l'homme un organisme. Ingestion, assimilation, incubation, excrétion. Ce qui était créé tout un ordre de fonctions latentes et qui échappe au domaine de la volonté délibératrice. La volonté qui décide de soi à chaque instant. Car c'était cela, cet arbre humain qui marche. Une volonté qui décide de soi à chaque instant, sans fonctions occultes, sous-jacentes, régies par l'inconscient. De ce que nous sommes et que nous voulons peu de choses reste en fait
Une poussière infime surnage. Et le reste, Pierre Loeb, qu'est-ce que c'est? Un organisme à ingurgiter, pesant de chair, et qui excrète, et dans le champ duquel, comme une irisation lointaine, un arc-en-ciel de réconciliation avec Dieu surnage. Nagent les atomes perdus, les idées, accidents et hasards dans l'ensemble de tout un corps. Que fut Baudelaire? Que furent Edgar Poe, Nietzsche, Gérard de Nerval? Des corps qui mangèrent, digérèrent, dormirent, ronflèrent une fois par nuit, chièrent entre 25 et 30 000 fois, et en face de 30 ou 40 000 repas, 40 000 sommeils, 40 000 ronflements, 40 000 bouches sûres et aigries au réveil, ont à présenter chacun 50 poèmes. Vraiment, ce n'est pas assez. Et l'équilibre entre la production magique et la production automatique est loin d'être maintenu. Il est absolument rompu. Mais la réalité humaine, Pierre Loeb, n'est pas cela. Nous sommes 50 poèmes. Le reste, ce n'est pas nous, mais le néant qui nous habille. Se rit de nous d'abord, vit de nous ensuite. Or, ce néant, ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelques-uns. Je dis quelques hommes. Des bêtes sans volonté d'y penser propre. C'est-à-dire sans douleur propre. Sans acceptation en eux de la volonté d'une douleur propre. Et qui n'ont pas trouvé d'autre moyen de vivre que de falsifier l'humanité. Et de l'arbre corps, mais volonté pure que nous étions, on fait cet alambi à merde, ce tonneau de distillation fécale, cause de peste et de toutes les maladies, et de ce côté de faiblesse hybride, de tare congénitale, qui caractérise l'homme né. Un jour, l'homme était virulent. Il n'était que nerfs électriques, flammes d'un phosphore perpétuellement allumées. Mais cela a passé dans la fable parce que les bêtes s'y sont nées. Les bêtes, ces déficiences d'un magnétisme inné, ce trou de creux entre deux soufflets de force qui n'étaient pas, étaient néants et sont devenus quelque chose. Et la vie magique de l'homme est tombée. L'homme est tombé de son rocher aimanté. Et l'inspiration qui était le fond est devenue le hasard, l'accident, la rareté, l'excellence. Excellence peut-être, mais en face d'un tel monceau d'horreur, que mieux vaudrait n'être jamais né. Ce n'était pas l'état édénique, c'était l'état manœuvre, ouvrier, le travail sans bavure, sans perte, dans une inénarrable rareté. Pourquoi cet état ne s'est pas conservé? Pour les raisons pour lesquelles l'organisme de bête, fait pour et par des bêtes qui depuis des siècles lui a succédé, va sauter. Exactement pour les mêmes raisons. Plus inéluctable celle-ci que celle-là. Plus inéluctable le saut de l'organisme des bêtes que celui du travail unique, dans l'effort de l'unique et très introuvable volonté. Car, en réalité, l'homme arbre, l'homme sans fonction ni organe justifiant son humanité, cet homme-là a continué sous le revêtement de l'illusoire de l'autre, le revêtement illusoire de l'autre. Il a continué dans sa volonté, mais caché, sans compromission ni contact avec l'autre. Et ce qui est tombé, c'est ce qui a voulu l'entourer et l'imiter. Et bientôt, d'un grand coup, en bombe, révélera son inanité. Car un crible devrait se créer entre le premier des hommes, arbre, et les autres. Mais les autres, il a fallu le temps, des siècles de temps pour que les hommes qui ont commencé gagnent leur corps, comme celui qui n'a pas commencé et n'a cessé de gagner son corps, mais dans le néant. Et il n'y avait personne. Et il n'y avait pas de commencement. Alors, les déficiences sont nées entre l'homme et l'aride ouvrage de bloquer ainsi le néant. Bientôt ce travail sera terminé. Et il faudra que la carapace cède. La carapace du monde présent, bâtie sur les mutilations digestives d'un corps que 10 000 guerres écartelèrent, et le mal, et la maladie, et la misère, et la pénurie des denrées, objets et substances de première nécessité.
les mainteneurs de l'ordre du profit des institutions sociales et bourgeoises qui n'ont jamais travaillé, mais ont entassé, grain sur grain, depuis des milliards d'ans, le bien volé et le maintiennent dans certaines cavernes de force, défendues par toute l'humanité, à un certain nombre d'exceptions près, vont se trouver contraints de rendre leurs énergies, et pour cela de se battre. Et ils ne pourront pas ne pas se battre, car c'est leur crémation éternelle qui est au bout de la guerre, celle-là, apocalyptique, qui vient. C'est pourquoi je crois que le conflit entre l'Amérique et la Russie, fût-il doublé de bombes atomiques, est peu de choses à côté et en face de l'autre conflit qui va, tout d'un coup, fuser entre les mainteneurs d'une humanité digestive, d'une part, et de l'autre, avec l'homme de volonté pure et ses très rares adeptes et suiveurs, mais qui ont la force sempiternelle pour eux. La radiodiffusion télévision française vous a présenté pour le 10e anniversaire de la mort du poète Antonin Artaud, une émission de Georges Charbonnier, avec le témoignage de Jenica Athanasiou, Arthur Adamoff, Michel Léris, André Masson, Philippe Soupeau et Paul Thévenin, avec le concours de Maria Cazares, Maria Tamar, Rosie Vart, François Chaumette de la Comédie Française, Patrice Galbaud, Edmond Tamise et Michel Bouquet, avec la voix d'Antonin Artaud. Assistant René Raymond. Réalisation Georges Gravier.